Bonjour, je pense que vous et moi, on a tous entendu parler de ce truc qui s'appelle le Bitcoin. Et peut-être un peu moins d'un autre truc qui s'appelle la blockchain, qui est la techno en fait, sur lequel repose le blockchain. Et aujourd'hui, nous allons regarder cette techno, regarder comment elle fonctionne et comment elle fait pour donner de la valeur à la blockchain. Alors, c'est parti. Si on ne se connaît pas d'ailleurs, je m'appelle David, j'ai bossé comme dev pendant 15 ans dans les jeux vidéo et je me passionne pour les sujets de techno et j'adore aider les gens à apprendre, à comprendre. Voilà, c'est parti. Donc comme j'ai dit, la blockchain c'est la techno qui sous-tend le Bitcoin et qui sert à faire de la Bitcoin une valeur, une monnaie numérique. La question s'est posée assez rapidement de comment est-ce qu'on peut créer une monnaie numérique. Si on y réfléchit, si l'argent était représenté par un fichier c'est facile à éditer, c'est facile à copier, c'est facile à supprimer et ça n'a pas de valeur intrinsèque. C'est un peu l'inverse total de ce que c'est l'argent, de ce que c'est une monnaie. Qu'est-ce que c'est la monnaie? Qu'est-ce qu'on attend de la monnaie? Et ben à la base, la monnaie c'était représenté par l'or. C'était l'or qui était la monnaie d'échange. L'or c'est impossible à dupliquer, ça ne rouille pas, ça ne perd pas de valeur, ça ne se détériore pas. C'est une ressource limitée, rare. Et ça a une valeur intrinsèque, c'est utile, c'est même beau, enfin ça dépend des goûts, mais voilà. Et en fait tout ça c'est un peu l'opposé complet de ce que c'est un fichier. Mais après ça on a commencé à avoir du papier qui représentait l'or. On se baladait plus avec, enfin moi je me suis jamais baladé, mais bref, on se baladait plus avec des bouts d'or dans les pièces, dans les poches, on se balade toujours avec du papier. Et ce papier, à l'époque, enfin après les accords de la Seconde Guerre mondiale, ce papier représentait l'or qui était dans les coffres-forts des banques. Et puis après, on a commencé à utiliser du papier, mais qui ne représentait plus cet or, qui était déconnecté de sa valeur en or, qui avait comme valeur simplement la confiance qu'on accorde à l'institution qui l'avait imprimé, au gouvernement, la banque centrale. Donc la monnaie est devenue une valeur fiduciaire. L'euro, le franc, la livre sterling sont des valeurs fiduciaires. Leur valeur, ce qui est imprimé sur le papier, c'est simplement la confiance qu'on accorde à l'institution qui a imprimé ce document. Alors maintenant regardons ce qu'est Bitcoin. Bitcoin est une monnaie numérique qui a réussi à créer, à avoir de la valeur. Mais regardons d'où vient sa valeur. Sa valeur vient de l'algorithme de blockchain. Cet algorithme a été décrit en 2008 et implémenté une première fois en 2009 par un individu qui prétend s'appeler Satoshi, qui prétend être né en avril 1975, qui prétend être japonais, mais on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait toujours pas qui c'est, on ne sait toujours pas qui a inventé, qui a créé la blockchain, qui a créé Bitcoin. Cette personne, si c'est bien une personne et pas un groupe, serait propriétaire aujourd'hui d'une fortune représentant une valeur de 44 milliards d'euros. La valeur exacte change forcément en fonction du cours de Bitcoin. Bitcoin, c'est une sorte d'or numérique. C'est difficile à trouver, c'est une ressource limitée. Sa valeur ne se dégrade pas avec le temps. Sa valeur ne repose pas sur une confiance envers une institution. Et il peut être échangé de manière anonyme. Comment est-ce qu'un programme fait ça? Pour comprendre ça, il faut partir à la base du premier problème qu'on essaye de résoudre dans une monnaie numérique, qui est le problème de la double dépense. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que Alice ne puisse pas dire « je donne de l'argent à Bob » et copier ce message et dire « je donne de l'argent à Charlie ». Comment est-ce qu'on peut sécuriser le fait qu'on la débite 2 fois quand elle fait ça? Parce que, comme vous savez, c'est hyper facile de copier, dupliquer des messages, de copier des données numériques. C'est tout l'intérêt du numérique. La première étape là-dedans, c'est de créer des blocs. De créer des blocs qui enregistrent les données. Qui enregistrent les données des transactions. Qui dit, dans ce bloc, Alice a donné 1 à Bob. Alice a donné 1 à Chris. Dans ce bloc, quand on a à peu près 1 mégaoctet de données, on rajoute des métadatas. Ces blocs sont ensuite partagés sur tous les ordinateurs d'un réseau peer-to-peer. Ensuite, on sécurise ces blocs, ces enregistrements. La question intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour sécuriser ces blocs? Imaginons qu'on ait une fonction. Une fonction qui ne sécurise pas, c'est pas encore ça, on n'est pas encore là. Une fonction qui permette de prendre n'importe quelle entrée texte et de sortir un nombre qui ressemble à un nombre aléatoire, mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on entend par ressembler à un nombre aléatoire sans en être?
Alors forcément, ce n'est pas un nombre aléatoire parce que avec une même entrée, ça donne toujours la même sortie. Mais étant donné une sortie donnée, on ne peut pas calculer, deviner quelle était l'entrée. Deux entrées très similaires, genre 1 et 2, ou Hello et LA, produisent deux sorties complètement différentes. Et les sorties sont réparties de manière équitable, linéaire, sur toute la portée de la sortie. C'est-à-dire que, imaginons que cette fonction-là produise des chiffres entre 0 et 100, ça veut dire que, avec toutes les entrées qu'on met dedans, les chiffres sont tous équitablement répartis entre 0 et 100, les chiffres de sortie. Ça veut dire, avec cette fonction-là, qu'en fait, en réalité, on perd toute information sur l'entrée. Il y a des fonctions qui s'approchent de ce genre de comportement, qui existent, des algorithmes. Il y en a plusieurs, il y en a plein d'ailleurs. Un s'appelle le MD5, et un autre s'appelle le SHA 256. Ça s'appelle des fonctions qui s'appellent des hash. Hash parce qu'en fait, comme haché menu, c'est-à-dire que en fait, on ne reconnaît plus dans le steak haché la vache qui a produit le steak, enfin, qui est à l'origine de la viande qui a fait le steak. Même entre le steak et la viande hachée, on ne reconnaît plus grand-chose. Et donc le hash, c'est couper en petits bouts, mélanger, et concrètement c'est à peu près ça que fait l'algorithme. Il coupe en petits bouts et il mélange les bouts, il les combine avec des XOR, des trucs comme ça. Et du coup, ça produit un chiffre qui est déterminé de manière fixe, mais qui ressemble plus ou moins bien en fonction de l'algorithme à une sortie aléatoire. L'algorithme MD5 produit une valeur qui va entre 0 et à peu près 2 puissance 128 et SHA 256 produit une valeur de la même façon entre 0 et 2 puissance 256. Maintenant, regardons comment est-ce qu'on sécurise nos blocs d'informations. Donc, comme j'avais dit, il y a une partie de metadata dans ce bloc. On a stocké dans ces metadata plusieurs informations. On a stocké la version du logiciel de l'algorithme qui est utilisé. On a stocké une référence au bloc précédent et surtout, là, ce qui nous intéresse, on a un nonce. Ce nonce, c'est une variable et on va regarder quel est le hash de tout ce bloc. On va faire le hash du bloc en entier et on va regarder quelle est la valeur qui sort. Et le hash en question qu'on va utiliser, c'est du SHA 256. On va regarder quel est le hash qui est produit avec ça. Et ensuite, avec ce hash, on va regarder si ce hash est inférieur à une certaine valeur. Est-ce que c'est inférieur à un certain seuil, sachant que du coup, comme les valeurs varient entre 0 et 2 puissance 256, et ben plus ce seuil est bas, plus il y a une probabilité faible qu'on obtienne un chiffre aussi bas. Par exemple, si on essaye de faire un chiffre qui est inférieur à 1 million, et ben on a une probabilité, alors c'est pas tout à fait la bonne probabilité parce que c'est pas vraiment une fonction aléatoire, mais on a une probabilité qui est de l'ordre de 10 puissance moins 69. Si on fait 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 67, ça nous fait une probabilité de 10 puissance moins 69, ce qui est quand même plutôt pas très encourageant comme probabilité. Du coup, ce qu'on fait, on incrémente le nonce et on réessaye. On passe de 0 à 1. On réessaye, ça marche toujours pas. On passe de 1 à 2. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un résultat. Alors c'est un processus qui peut être très long et très intensif en termes de coût de puissance de calcul. Mais si on aligne assez d'ordinateurs avec assez de puissance de calcul pendant suffisamment longtemps, on arrive à un résultat. Il y a un ordinateur quelque part qui dit « Hop, c'est bon, j'ai trouvé le nonce qui correspond bien à ce qu'on cherche. » Et donc cet ordinateur va publier le bloc qu'il a trouvé avec le nonce. Et en fait, le nonce prouve qu'il y a eu du travail qui a été fait parce que ce n'est pas possible de trouver. Actuellement, on ne connaît pas de moyen de trouver la source d'un SHA 256 étant donné une sortie. Ce nonce prouve qu'il y a eu une dépense folle finalement de temps, d'énergie, de puissance de calcul pour trouver cette valeur qui permet de produire un hash inférieur à un certain seuil. Une fois qu'on a le nonce qui est trouvé, par contre le hash est facile à calculer. Alors j'ai aussi dit qu'on incluait une référence, un lien au bloc précédent. Cette référence en fait c'est le hash qui a été produit, qui permet d'identifier de manière unique le bloc précédent. Et donc ça lie ce hash, cette référence lie
le bloc avec son bloc précédent. Et comme chaque bloc représente déjà en soi une dépense folle d'énergie, de puissance de calcul, de temps, de plein d'ordinateurs, et ben le cumul de ces blocs qui sont liés entre eux est encore plus synonyme de dépense de temps et d'énergie. Et comme il y a cette liaison, retourner dans le passé pour éditer un bloc, il y a 10 blocs, on va dire, et ben en fait, il faut pouvoir recalculer tous les blocs intermédiaires pour réussir à changer ce bloc. Donc plus le temps passe, plus le passé est sécurisé quelque part. Plus changer le passé devient coûteux. Donc ça veut dire que ça ne devient pas rentable, ça cesse d'être rentable pour éditer le passé. Donc comme j'ai dit, chaque bloc est lié au bloc précédent et ça se combine. Et cette liaison, ça fait une chaîne de blocs. Et c'est de là que vient le nom blockchain. Alors, l'autre petit point de détail, c'est que à chaque fois qu'il y a un node qui trouve un bloc, qui trouve un hash qui correspond, qui trouve un nonce qui permet de produire un hash qui correspond à la limite qu'on s'est donnée, ce node, cet ordinateur est récompensé justement par un bitcoin. Et c'est comme ça que sont produits dans le système les bitcoins. L'algorithme fait en sorte que la difficulté va en croissant en fonction de la puissance globale de calcul de tout le réseau. Et du coup, les bitcoins deviennent de plus en plus durs à trouver. Et du coup, il y a une ressource limitée, il y a une quantité limitée de bitcoins. Grâce à l'algorithme, on sait qu'il y a une limite sur le nombre de bitcoins qui peuvent être trouvés. Et c'est pour ça que finalement, le bitcoin, c'est une sorte d'or numérique. C'est difficile à trouver, sa valeur ne se dégrade pas par le temps, et sa valeur ne repose pas sur une confiance envers une institution, mais repose sur une dépense énorme de temps, d'énergie et de puissance de calcul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment marchait la blockchain, d'où venait la valeur de Bitcoin. J'espère aussi que ça vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a amusé, n'hésitez pas à laisser un like et voir si ça vous dit de vous abonner. En tout cas, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!